à toutes. Pour une première chronique, nous allons parler de l'inspection générale des finances, plus connue par le sigle IGF. Et là-dedans, nous allons voir un peu quelles sont les attributions de l'inspection générale des finances, de l'IGF, premier élément. Nous verrons aussi les limites de ces attributions. Et enfin, nous verrons comment doivent se comporter les inspecteurs généraux des finances, les inspecteurs des finances, dès qu'ils sont en mission. Alors pour commencer, d'abord l'IGF, c'est d'abord un service public. Donc c'est une structure qui est sous l'autorité du président de la République et organisée, créée par une ordonnance de 1987, plus précisément du 15 septembre 1987. Et cette structure, juste pour l'histoire, d'abord était sous l'autorité du ministre des Finances. Et avec l'évolution de notre pays, cette structure a été rattachée à la présidence de la République. Ça, c'est un choix qui était fait en son temps. Et la structure, il y a eu deux textes qui ont modifié la composition, même les attributions de l'inspection générale des finances, de l'IGF. Il y avait un texte, d'abord le premier texte c'est 91, et le deuxième texte est venu raffermir encore les attributions, même plus expliciter les attributions en 2000. Juste pour que vous compreniez l'importance du sujet, je vais lire carrément les articles pertinents, donc essentiellement l'article 2, qui donne, il y a un article 2, et l'article 2 bis d'ailleurs, qui a été modifié par l'ordonnance de 2020, et qui précise encore les attributions de l'IGF. Et l'article 2 dit clairement que l'IGF dispose d'une compétence générale et supérieure en matière d'audit et de contrôle des finances publiques et des biens publics. Donc c'est une mission énorme. D'abord on dit supérieure, donc vraiment au top en ce qui concerne le contrôle. À ce titre, l'IGF accomplit toute enquête, donc toute investigation, voilà, dès qu'il y a des recherches à faire, voilà, ou mission d'audit, d'inspection, de vérification, de compte de vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées qu'on appelle ETD, les villes, les communes, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant d'un concours financier sous forme de participation en capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties de la part des pouvoirs publics. Donc l'IGF a un pouvoir sur, dès qu'il y a l'argent de l'État quelque part, ou en recettes, c'est-à-dire que l'argent des impôts, les taxes, tout ce qui est recettes administratives, dès qu'il y a l'argent, là où l'État, ou même d'autres structures comme les stations publiques, comme les provinces, comme les villes, dès qu'il y a collecte d'argent au nom et pour le compte de l'État, l'IGF peut venir contrôler. Première possibilité. Deuxième possibilité, dès que l'État dépense l'argent, dès qu'il y a une dépense de l'État, que ce soit en dépenses en rémunération, dépenses en travaux, en fournitures achetées, ou même en subvention, donc l'État peut faire une subvention à une structure, dès qu'il y a l'argent de l'État, quelque part, qui est ou collecté, en termes d'impôts, des droits, ou d'argent qui est dépensé, l'IGF peut venir contrôler. C'est très important. Et ce qui est dit, c'est que, comme tel, il y a même les éléments, les mécanismes de contrôle qui sont bien détaillés. On parle d'enquête, on parle d'audit, on parle d'inspection, on parle de vérification, on parle même des comptes de vérification, n'est-ce pas? Et même de surveillance. Donc c'est vraiment très 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 large. Et à un moment, on a même donné à l'IGF ce qu'on appelle le pouvoir d'encadrement des services, n'est-ce pas, et des missions d'audit interne de ces entités. Des entités qu'elle est censée contrôler, qu'elle est censée superviser en termes de... Alors, c'est là qu'il y a un problème un peu par rapport à la compréhension de la mission. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas longtemps, l'inspecteur général en chef des services avait décidé, ou avait écrit une lettre disant qu'il suspendait toutes les missions qu'on appelait les missions d'encadrement dans les entreprises publiques, états publics, même dans certaines structures. Effectivement, il y a eu un débat sur la base légale. Donc c'est là que je parle des limites.
quelles sont les limites éventuelles de l'IGF. Dans le cadre de l'encadrement de ces structures, l'IGF était appelé parfois à prendre des décisions, même des mesures conservatoires. Par exemple, arrêter un paiement, ou même arrêter même certains comptes bancaires et tout ça, de suspendre ou même bloquer certains comptes bancaires en attendant. Il y en a qui se disaient, est-ce que l'IGF, en le faisant, n'entrait pas dans la gestion ou dans la direction de la gestion, n'est-ce pas, de ces entités. Et justement, le texte qui crée l'IGF dit qu'il faut éviter que les inspecteurs, lors de leur mission, puissent intervenir dans la direction de l'entreprise ou du service concerné. Ça, c'est une question importante. Maintenant, il y a ce débat, parce qu'il y en a qui disent même que le fait pour l'IGF éventuellement d'intervenir, ça peut être considéré comme des actes de cogestion, même de contrôle a priori. Et ça, il faut clarifier. On comprend en fait les motivations qui sont données, mais il faut bien clarifier ça pour éviter que le contrôleur soit piégé par le contrôlé par le biais de la cogestion. Parce qu'en cas de problème, si le contrôleur qui est censé venir après l'acte de gestion, si le contrôleur est intervenu dans l'acte de gestion, il risque d'avoir un conflit d'intérêt dans le cas du contrôle a posteriori. Ça, c'est un élément important. Maintenant, pour finir, comment doivent se comporter les agents de l'IGF ou même les inspecteurs? Bon, ce n'est pas à nous. En fait, ils ont un pouvoir très très large de contrôle, les inspecteurs des finances, les agents de finances. Donc, c'est-à-dire que quand ils arrivent, d'ailleurs, les modalités de saisine, quand est-ce que l'IGF peut saisir? Ils ont un programme qui est prévu, les inspecteurs ont un programme d'action qui par annuel ou même mensuel, qui leur permet de saisir le panier. Déjà, d'office, donc c'est en fait une saisine d'office. Il y a aussi possibilité d'être saisi par instruction, sur instruction du président de la République ou instruction du ministre des Finances. Donc, autre possibilité. Même sur base d'une dénonciation d'un tiers, une personne, d'être victime, vous avez remarqué un élément, vous considérez que cet élément-là peut rentrer en cas de recette de l'État ou des dépenses, l'IGF peut être saisi. Donc, vous remarquez que, et évidemment, en arrivant dans un service, il y a les documents, il y a un lot d'émission qui est présenté, où il y a une réquisition d'informations, parce que n'oubliez pas que l'IGF peut être saisi par le biais d'une demande de la justice, donc du parquet. Le parquet peut demander, parce que les agents de l'IGF sont aussi des inspecteurs de police judiciaire, n'est-ce pas, pour être plus précis, des officiers de police judiciaire à compétences restreintes, claires, et peuvent être saisis en la matière. Et en arrivant, ils font leur travail, clairement. Donc ça dépend du type d'émission. Si c'est un audit, il y a une technique d'audit. Si c'est une enquête, il y a une technique d'enquête. N'est-ce pas? Si une mission d'encadrement, c'est une mission plutôt de conseil. Donc, voilà. Et ça, c'est une mission d'assistance technique. Donc, ça dépend de la manière. Et dans ce cadre-là, ils peuvent demander tout document qui permettent de bien accomplir leur mission. Évidemment, dans le cadre, dans les limites de leurs compétences. Hein. Ça, c'est un peu ce que je voulais, sur lequel je voulais citer. Un exemple, par exemple, si l'IGF veut aller enquêter dans une entreprise privée qui a exécuté des travaux, ça arrive. Les travaux ont été exécutés, on se rend compte que les travaux n'auraient pas été bien exécutés, ou il y a un soupçon de surfacturation et tout ça. L'IGF peut demander des documents sur le marché concerné, donc enquête, mais pas autre chose. L'IGF ne peut pas aller demander un élément qui n'a rien à voir avec l'objet de son enquête. Donc ça dépend du cas de figure. Mais dans une entité publique pure, en fait, le pouvoir est quasiment général pour la demande des documents et des pièces permettant à l'IGF de se prononcer. N'empêche que dans la méthodologie, quel que soit le cas de figure, il y a un principe essentiel. C'est le principe du contradictoire. Premier principe, c'est le principe du contradictoire. C'est-à-dire que tout ce que l'IGF doit faire comme observation, comme trouvaille, comme problème rencontré, devra être confronté aux concernés. N'est-ce pas? S'il y a une enquête qui découvre qu'il y aurait malversation, c'est le concerné doit être informé. Un. Deux, il y a quand même le principe de discrétion. N'oubliez pas qu'on est en matière d'audit. On est en matière d'enquête, y compris d'enquête préjuridictionnelle, donc avant d'aller au tribunal. Donc il faut garder le secret, et ça c'est ici qu'il faut quand même connaître l'attention de tout le monde sur l'importance
des missions d'enquête et même d'audit qui devraient être secrètes et qu'on publie éventuellement que ce qui est important à publier en respectant par exemple la présomption d'innocence.